Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans l'info continue ce lundi 12 janvier 2025. On élabore ce soir autour du déroulement du scrutin de ce dimanche 11 janvier. Les Béninois étaient aux urnes pour le renouvellement du Parlement et des conseils communaux. Le vote s'est déroulé essentiellement dans le calme sur l'ensemble du territoire national, mais avec beaucoup de retard. Beaucoup d'observateurs s'accordent à reconnaître que le démarrage s'est déroulé donc dans le retard. On verra le regard que portent les confrères sur cette journée essentiellement électorale, journée qui mettait en compétition 5 partis, dont 3 de la mouvance et 2 de l'opposition. En plateau, Prudent Nasserou, journaliste. Prudent Nasserou, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir aux téléspectateurs. En face de Armand Videgla. Armand Videgla, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir à tous. Allez, Prudent Nasserou, un dimanche électoral pour le Bénin hier. Naturellement, du nord au sud, de l'est à l'ouest, le territoire a vibré au rythme, je dirais, de cette volonté du citoyen de participer au processus démocratique qui consiste à renouveler les mandats. Et ici, il s'agissait bien entendu des élections locales, municipales et communales et des élections législatives pour renouveler l'Assemblée nationale. Et à l'arrivée, on a quand même observé que dans certaines communes, ça s'est bien passé, dans d'autres, curieusement, on a observé de grands retards, que ce soit dans le littoral ou dans l'Atlantique. On pourrait apprécier à l'aune des retards observés et surtout des justifications, on va dire, trop simplistes, énoncées par le président de la Sénat. D'accord, on va revenir sur ça tout à l'heure. Alors, quel regard vous portez, je dirais, sur le déroulement du scrutin hier? Mon regard n'est pas aussi différent du regard de mon interlocuteur. Et je crois qu'il faut saluer le sens de civisme des uns et des autres, des Béninois, et saluer le sens civique, parce que les Béninois se sont levés pour aller accomplir leur devoir civique. C'est un devoir. Et je crois que nous avons suivi une élection apaisée. D'accord. Nous avons suivi une élection apaisée. Et nous allons nous jeter quelques fleurs quand même pour ça, parce que nous avons eu une journée quand même calme, et ce qui n'est pas aussi donné par rapport à un certain nombre de choses sur lesquelles je ne reviens pas. Oui. Et nous avons observé aussi avec stupéfaction, avec grand regret, oui, ces retards constatés ça et là, et notamment des retards constatés au niveau des postes de vote qui sont à environ 1 ou 2 ou 3 kilomètres du siège de la Sénat, géographiquement parlant. D'accord, allez, on va essayer de décortiquer un peu comment les choses se sont déroulées, mais vous permettez qu'on jette un coup d'œil sur cette synthèse que nous propose, dois-je dire, la plateforme électorale des organisations de la société civile sur le déroulement du scrutin hier, sur près de 1200 postes sur l'ensemble du territoire national. La synthèse qui est faite ici porte sur 458 postes. On va donc suivre le point de la plateforme électorale des organisations de la société civile. La régie n'est pas encore avec nous. J'ai annoncé donc cet élément de la plateforme électorale des organisations de la société civile qui fait donc le point du déroulement du scrutin d'hier dimanche, n'est-ce pas, sur près de 1200 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national. Ils ont pu relever, faire des observations sur la façon dont les choses se sont déroulées, et l'observation porte sur 458 postes de vote. On va voir de quoi cela retourne dans cet élément. Allez, on poursuit nos discussions un peu dans Nasserou. Il y a, comme on le disait tout à l'heure, des retards observés par endroit. Comment on explique ça concrètement? Puisque si on tient géographiquement, comme l'a dessiné un peu Armand Videgla tout à l'heure, c'est que la plupart des bureaux de vote qui ont vécu ces réalités, c'est beaucoup plus dans les départements de l'Atlantique et du littoral, qui sont géographiquement plus proches de la direction, pour ne pas dire du siège de la Sénat. Vous expliquez ça comment? Ben, c'est inconcevable, c'est incompréhensible
tout simplement dans la mesure où, comme vous le dites, le législateur, en pérennisant la Sénat, est dans une logique de professionnalisation de nos élections. Et dans un contexte de professionnalisation de nos élections, on ne peut pas comprendre que pour un agenda qui est connu depuis plusieurs années maintenant, les responsables au plan organisationnel ne puissent pas en assurer la totale mise en œuvre pour nous éviter ces quelques flottements qui, à l'arrivée, ont non seulement démotivé beaucoup de citoyens, puisque j'ai comme l'impression que ces flottements observés très tôt en journée n'ont pas facilité le niveau de mobilisation des électeurs. Parce que moi, j'ai observé que dans la campagne électorale, les candidats demandaient aux citoyens d'aller voter très tôt avant d'aller au culte. Et on a senti un fort engouement de mobilisation dans les bureaux de vote très tôt dans certaines communes limitrophes de la capitale économique au petit matin. Mais à l'arrivée, il y a eu des manquements au niveau donc, de l'acheminement du matériel électoral et on observe aussi que ça a pénalisé beaucoup d'électeurs qui n'ont pas pu accomplir leur devoir civique. Et les justifications que le président de la Sénat donne sont trop simplistes. Je le disais tantôt parce que pour l'avoir suivi hier nuit quand il faisait le point, d'abord, il s'est méconnu sur les éléments de terrain. Parce qu'il parlait de retard dans le littoral, sans évoquer l'Atlantique. Or, moi, par exemple, j'ai voté dans l'Atlantique, précisément à Gaudemain, au CEG Plateau. J'ai voté au poste 12, au CEG Plateau. Et là, par exemple, l'heure de démarrage, c'était 12h33. D'accord. Vous vous rendez Midi compte 33. 12h33. Waouh. Au lieu de 7 heures. Au lieu de 7 heures, 12h33. Et des recoupements que j'ai pu faire au niveau de ma radio, il y a au CEG Gaudemain, par exemple, le vote a pu démarrer bien plus tard, autour de 15h, 16h. Donc, si au soir de l'élection, le président se satisfait justement de la baissée de la tension, et sans évoquer ces cas, je me dis, l'information même lui échappe. Or, il s'agit quand même d'une mission républicaine dévolue à un organe qui a reçu les moyens, qui a des hommes pour la mettre en œuvre. Et si à l'arrivée, ça se passe comme ça, au point même où on accuse, où on incrimine des prestataires de services, je dis, pour qui connaît la rigueur du président Sakal-Afia par rapport à la complétude des dossiers. Alors, concernant toujours la Sénat, le président de la Sénat, Sakal-Afia, avait rassuré pourtant les populations, tout le Bénin, les institutions et tout autre organe impliqué, les parties prenantes doivent dire à ces élections. On avait rassuré tout le monde. Il a même dit la Sénat est prête. On se demande comment les choses se sont passées pour que à l'arrivée, le jour du scrutin, le dimanche, vraiment, on puisse observer ces cas, doit dire, de Maldon. Mais Wahab, il ne pourrait que rassurer. Quand même, il ne pourrait que rassurer. En fait, nous sommes... Non, quand on rassure et qu'après on vient se plaindre des prestataires, comme le soulignait, le rappelait tout à l'heure Prudent Nassou, on se dit qu'il y a un problème. Je suis tout à fait d'accord. C'est que nous sommes en face d'un détail très important. D'accord. Et comme on le dit, le diable est dans les détails. C'est ça. Nous sommes en face maintenant du diable. C'est ça. Nous sommes en face du diable concernant ce retard qui n'est pas aussi léger que ça. Un lourd retard, pas trop léger. Léger par endroit, mais aussi lourd. Par endroit également. C'est inacceptable. C'est inacceptable parce que la Sénat se rend professionnelle. Oui. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a aussi un mandat pour la Sénat avec plusieurs organes à l'intérieur de cette commission nationale électorale autonome. Et je crois qu'il faut régler ces problèmes, il faut les régler, il faut savoir situer les responsabilités pour que nous ne puissions pas avoir, je dirais, à quelques kilomètres du siège de la Sénat. C'est vrai, paraît-il, que les zones les plus reculées ont été priorisées. Tout ça, c'est l'organisation et l'acheminement. Et tout ça, c'est au niveau de la logistique. Ce n'est pas en réalité... Mais quand on a fini de dire ça, il s'agit d'une œuvre humaine. Qu'une œuvre humaine n'est parfaite. C'est inhérent, doit dire, à toute action humaine, Prudent Nassou. Pour toute activité planifiée, il faut une certaine chronologie. Donc, si on a prévu que ce matériel soit acheminé 48 heures à l'avance, on s'assure qu'il est allé. Il faut se donner aussi une marge, on l'avait évoqué ici, quand il s'est agi
du délai d'étude des dossiers, parlant du retard en fait, des partis politiques qui déposent souvent les derniers jours. Vous vous rappelez, la Sénat avait sollicité une rallonge par rapport à son propre agenda au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc, nous avions quand même alerté en ce moment-là que la Sénat devrait être dans l'anticipation. Et dans l'anticipation, il faut se donner une marge pour attraper les flottements, puisqu'il s'agit quand même du convoyage du matériel. Et maintenant, quand on évoque les retards de livraison des prestataires, moi, ça me pose un problème. Parce que la Sénat, comme on l'a dit, a quand même une expertise, une expérience. Et il faut revoir au niveau de la base de données de la Sénat les prestataires qui sont d'une efficacité et parfois les reconduit au besoin. Il ne sert à rien de vouloir renouveler, même au niveau des isoloirs. J'ai remarqué que cette fois-ci, c'est des isoloirs nouvellement conçus avec de la ferraille, tout ça. Je crois qu'on avait expliqué un peu que c'est facile à transporter plutôt que ce qui était en bois et autres. Bon, chacun a sa manière de... Tout ça, dans une logique de professionnalisation de nos élections, il ne faut pas non plus à toutes les élections reprendre les commandes. Il faut voir tout ce qu'on peut garder, tout ce qu'on peut acheter pour nous en servir plus souvent. Parce que là, après cette élection de janvier, on aura celle d'avril et ça fait encore dans 7 ans. Donc, il faut qu'on soit dans cette vision prospective. Et c'est la responsabilité de la Sénat qui est engagée par rapport à ces manquements. On ne va pas incriminer un prestataire, je trouve que c'est trop facile. Puisque ici, comme Villegla le disait, il y a des organes techniques au sein de la commission qui travaillent à ce qu'à l'arrivée, on n'ait pas ces erreurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Sénat est installée, ne serait-ce que pour cette cause. D'accord. Alors, Armand Villegla, il y a, c'est vrai, ces questions de retard et autres, mais le vote s'est essentiellement déroulé dans le calme. Comment on explique ça? Parce qu'on devrait s'attendre également par le passé à une certaine brutalité, se dire nous sommes sortis pour la cause, mais voilà qu'on ne nous a pas servi et autres. Comment vous expliquez, je dirais, cette façon de gérer les choses avec calme, ce qu'on a observé au niveau des populations? C'est ce que j'ai dit au départ, qu'il faut saluer le sens civique de tout le monde, de tous les Béninois. Vous voyez, ce retard peut causer un certain nombre de problèmes. Parce que vous voyez des gens qui sont sortis et à côté, juste à côté, dans un poste on vote et juste à côté, c'est vous avez votre nom et vous ne votez pas alors que vous êtes là pour voter. Pour les images que nous avons eues, il y a des centres de vote dans lesquels, n'est-ce pas, il y a des bureaux qui disposaient du matériel et d'autres non. En fait, c'est les postes de vote en fait. Ce qui se pose, c'est des postes en fait. C'est des postes, c'est des décalages un peu au niveau des postes. Le premier poste a le matériel. Voilà, et puis le second non, etc. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que, vous voyez, une certaine démobilisation. Et cette démobilisation peut conduire à autre chose. Vous voyez, l'impatience des uns et des autres et la suspicion autour et tout ça. Et donc, tout ça, il faut saluer... La conséquence, ça va être le faible taux de participation. Parce que si tout s'était fait dans les règles de l'art, les gens qui étaient venus tôt et qui se sont impatientés en rentrant... Il y a ça aussi, ce débat qui était déjà étalé, que nous essayons quand même de faire pour relever un tout petit peu le taux de participation. Mais ça aussi, c'est une conséquence directe Vous estimez que ces retards ont pu jouer sur le taux de participation? Oui, en fait, c'est-à-dire que les gens se sont démobilisés et puis découragés et retournés. Voilà, c'est pour dire, si nous avons voté dans le calme et que les gens ne se sont pas soulevés, les gens n'ont pas été aussi impatients et de façon brutale et tout ça, c'est qu'il faut vraiment saluer leur sens de patriotisme. De patriotisme, c'est-à-dire que les gens étaient très impatients, mais ils s'impatientent parce que à côté, les gens votent. Et donc, s'ils sont là et ils ne votent pas, vous voyez ce que ça fait. Et c'est que les gens vont dire, ah voilà, on a fait ci, on a fait ça. Et donc, et comme on n'en a pas eu quelque chose aussi grand, majeur que peut-être de petits incidents et qui sont toujours inhérents à ces genres d'activités, je crois que nous devons saluer. Doit-on remarquer que vraiment le calme a triomphé sur tout ce qui s'est passé hier dimanche? Oui, parlant du calme, il faut penser à la maturité du citoyen. C'est ça. Mais dans le même temps, il y a quelque chose que nous n'appréhendons pas, mais qui reste et qui demeure. C'est le désintérêt du citoyen par rapport à
à la participation aux élections. C'est-à-dire que ça vient ajouter à ce désintérêt. Naturellement, parce que, comme je l'évoquais, et moi, ma gêne, c'est qu'au soir de l'élection, en tout cas, après 0 heure, que le président ne puisse pas nous dire réellement ce qui s'est passé. Et je suis resté sur ma faim. Parce que lui, il ne vous a pas convaincu, c'est ça? Non, mais j'ai comme l'impression, soit mais c'était le problème de logistique, soit il y a eu rétention d'informations, ou que lui-même n'a pas mis ses réseaux d'information sur place pour savoir ce qui se passait. Parce qu'il a parlé de pression, je peux être d'accord, oui, on l'appelle de partout, je peux être d'accord. Mais qu'il ne puisse pas reconnaître que des bureaux ont ouvert au-delà de midi, ça m'a surpris. Parce qu'il parle du littoral et il dit 9 heures. Léger. Lui, il a parlé de léger retard. Mais il ne s'agissait pas d'un léger retard, il s'agissait d'un gros retard. Injustifié dans la mesure où, quand vous avez fait le tour, on a senti une forte mobilisation déjà en matinée. Et les gens sont restés. Et comme vous l'avez dit, dans ses propos, j'ai entendu dire qu'il récriminait les agents électoraux, mais ces agents, qui les a recrutés? C'est la Sénat. Et il faut aujourd'hui qu'on fasse un travail, je ne sais pas, de sédentarisation de ces agents-là, s'il faut les reconduire chaque année. Parce que moi, je suis allé là où j'ai voté, j'ai senti que ceux qui étaient là, c'était des figurants, ils ne savaient rien du processus. Ils prenaient, par exemple, 10 minutes à rechercher un nom. Et quand quelqu'un doit voter, il faut qu'il fasse ses 2 votes avant qu'on introduise quelqu'un d'autre. Donc, en effet, tout ça montre le vote des communales mieux. Et ensuite des législatives. Dans l'acheminement du matériel électoral, il y a des agents électoraux qui ont pris des matériaux ou qui ont livré des matériels qui n'en ont pas livré d'autres. Par exemple, le bulletin pour les communales, on l'a livré, pour les législatives, on n'a pas livré. On a livré des trucs sans cacher. On a l'encre, on n'a pas la caution de l'eau, tout ça, ça relève d'une supervision de la Sénat. Donc, moi je dis, il ne faut pas qu'on continue avec ces erreurs. Mais on a quand même une Sénat qui a l'expérience de l'organisation de beaucoup d'élections, hein, quelle que soit la nature de ces élections. Nous avons pris part aux élections il y a 3 ans. En 2023, oui, janvier 2023. En 2023, il y a 3 ans, on a pris part aux élections. On n'a pas observé. Il y a toujours. Comment dire, quelques maladresses, inhérents à une organisation du genre. Mais en 1 heure, 2 heures de temps, tout est réglé, tout est corrigé. Voilà, et bon, donc, voilà la même Sénat qui nous offre... Avec les mêmes acteurs, majoritairement. Oui, qui nous offre ce spectacle. Je crois que les choses seront corrigées. D'accord. Parce que dans 3 mois, jour pour jour, bah, nous sommes le 12 aujourd'hui. Oui. Bon, dans 3 mois, on parle là de la présidentielle. Voilà, on va y retourner. D'accord. Et je crois qu'on n'aura pas les mêmes problèmes parce qu'il y a un matériel qui ne va pas revenir totalement à la Sénat. Mais il y a d'autres qui vont revenir à la Sénat, il y a d'autres qui peut-être vont rester sur le terrain. Je crois que les isoloirs, par exemple, est-ce que les isoloirs vont revenir à la Sénat? Non, je crois que ça va rester quelque part non loin de nous pour qu'on puisse quand même s'en servir. Et d'autres choses. D'accord. Alors, il y a de ces régions, hein, pour évoluer dans les discussions, il y a de ces régions qui étaient reconnues pour plusieurs élections, des régions plus ou moins brutales, je ne vais pas les étiqueter, mais on parle de la réalité tout de même, mais qui cette fois-ci ont réussi à garder le calme. On ne les a pas vus s'illustrer dans ce désordre dont on les a connus par le passé. Le contexte a changé. Le contexte a changé puisque les parties prenantes du processus électoral sont tous dans la course. Même si c'est pour diverses fortunes, il y a que les grands partis aujourd'hui sont sur la ligne de départ, que ce soit pour les communales ou pour les législatives. Et de ce fait, les citoyens ne peuvent que suivre. L'incidence de ces flottements, c'est que nous étions dans un contexte d'élection de proximité où les citoyens se sentent très concernés par le choix de leurs dirigeants à la base. Vous voyez? Et donc, ces acteurs ont besoin de viatiques, justement, pour servir la cause du développement, que ce soit au niveau communal ou une représentativité au plan parlementaire. Donc, ils sont plus concernés. Et vous vous rappelez, les élections dont vous parliez, il s'agissait des élections de 2023, où on a senti des mouvements de gauche à droite. Mais ici aussi, il faut quand même saluer le rôle de notre armée qui a pu sécuriser les zones aujourd'hui un peu sensibles par rapport au terrorisme pour que tous les citoyens du nord au sud puissent avoir des bureaux accessibles
afin de pouvoir voter. Et ça, c'est quand même à saluer, même si à l'arrivée, il faut quand même reconnaître que les populations sont restées passives, je dirais disciplinées, pour que tout se passe dans les règles. Les choses ont donc évolué dans la mentalité des citoyens, dans la mentalité des citoyens béninois, de tous ordres et de toute région, parce que je parlais de ces régions qu'on a pu voir s'illustrer maladroitement pour plusieurs élections en arrière, mais qui cette fois-ci ont fait le jeu qu'il faut, ont fait ce qu'il faut pour que vraiment les choses puissent aller dans le calme, en dépit même des questions de retard, de démobilisation et autres dont on parlait tout à l'heure. Oui, je crois qu'il faut saluer aussi les partis politiques qui ont aussi travaillé à cela. Parce que vous voyez, les gens ne se soulèvent pas pour rien. C'est souvent les hommes politiques qui sont à gauche et à droite qui suscitent tirer les ficelles. Voilà, un certain nombre de choses. Et donc, il faut saluer tout le monde pour que nous puissions aller encore un peu plus loin. Vous voyez, même déjà au niveau de la campagne électorale, on a déjà senti la manière dont ça s'est géré, le calme que nous avons eu, qui augurait réellement de ce que nous avons eu hier et qui doit normalement aussi de ce que nous aurons après les résultats. Parce que il y a aussi globalement au niveau de cette période post-électorale, il y a aussi ça qu'il faut essayer de voir. Et donc, nous attendons les grandes tendances au niveau de la Sénat, nous attendons aussi les résultats définitifs de ces deux élections-là par rapport aux organes qui les gèrent, que ce soit la Sénat, que ce soit la Cour constitutionnelle et la Cour suprême au niveau du contentieux des élections communales. Et donc, je crois que nous attendons tout ça pour faire d'abord tirer les premières leçons du message que nous avons dans les urnes. Parce que en réalité, les résultats qu'on a, c'est un message qu'on adresse aux gouvernants. C'est un message à divers niveaux, et c'est un message qu'on adresse aussi à la population. C'est-à-dire que nous adressons un message en allant nous exprimer, dans les urnes. Et donc, nous attendons aussi ces grands ententes qui ne vont pas aussi tarder dans les prochaines heures pour quand même tirer les premières leçons des résultats et les premières leçons de ce que nous avons eu à faire le 11 janvier. D'accord. Alors, pour tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que cela a pu influencer selon vous? L'influence participerait justement d'abord du taux de participation, puisque ça faisait partie des enjeux de ce scrutin. Le taux de participation, il était question de voir comment le citoyen ou les populations adhéraient aux différentes réformes. Et deuxièmement, puisque les élections sont élargies aux grandes forces politiques du pays, on était en droit, après ces élections-là, sur la base des statistiques, de voir un peu le poids électoral de ces formations politiques. Et si à l'arrivée, les attentes ne sont pas comblées, on comprendrait bien que les citoyens de plus en plus se désintéressent de la chose politique. Il faut peut-être aller rechercher les causes et les implications. Mais après, il y a l'analyse des résultats par rapport aux forces qui pourront gouverner nos communes et l'Assemblée nationale. Déjà, sur la question de la validité des candidatures, on a constaté qu'il n'y a que 3 formations qui vont diriger les conseils communaux. En tout cas, qui étaient sur la ligne de départ. Qui sont en compétition. Qui sont en compétition. Peut-être à l'arrivée, on aura 2 ou une formation politique, ou les 3, on ne sait pas, parce qu'il y a le critère de 10% qui va être prépondérant pour toutes ces formations politiques. Et la deuxième élection, pour laquelle on a plus de formations politiques, notamment 5, c'est l'élection législative. Et là, il y a un double verrou de représentativité, les 10% et les 20%. Donc, ces résultats-là vont nous permettre de déterminer la configuration politique pour les mandatures à venir, notamment la mandature communale et la mandature parlementaire, en attendant l'élection du président de la République qui pourrait s'appuyer sur ces leviers politiques pour implémenter son action. Qui devrait s'appuyer sur ces leviers, parce que le Parlement, par exemple, le président de la République ne peut rien faire sans le Parlement. C'est vrai que l'autre levier a juste un petit souci, et c'est le gouvernement qui investit un peu plus. Je crois que nous allons suivre le processus jusqu'à un certain moment où
nos communes seront véritablement autonomes à nous servir. D'accord. À nous servir, puisque là surtout cette mandature-là, on a noté que l'État central a beaucoup plus activé les choses, a beaucoup plus fonctionné à la place des maires. Voilà. Au point que les populations disent n'avoir pas senti leurs élus à proprement parler. Oui, on ne peut pas. On ne peut pas sentir parce qu'il y a des préalables à faire. Nous n'avons pas encore fait ces préalables-là pour les confier aux communes. D'accord, pour les rendre autonomes. Pour les rendre autonomes. On n'a pas fait ces préalables-là. Vous voyez, nous sommes sautés juste pour des questions de représentativité parce que nous voulons avoir quelque chose à la base. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a des étapes que nous n'avons pas franchies avant de venir ici et d'avoir des communes qui crient compétences et qui crient autonomie et tout. Bon, c'est vrai que depuis on n'a pas eu le débat, mais il y a un débat qui est en bas. On aura l'occasion d'en débattre, puisque d'abord l'occasion, l'actualité permettra, n'est-ce pas, de faire à proprement parler ce débat. Mais est-ce que vous pensez, comme prudent Nasseo, que la façon dont les choses se sont déroulées pourrait influencer les enjeux, les défis qui étaient attendus pour ces deux élections couplées? Bon, je crois que nous étions tous pratiquement... C'est un peu trop tôt de faire, je dirais, cette conclusion. Non, nous étions pratiquement tous dans une vision. C'est après ce que j'ai compris. La vision, c'est de servir en réalité. De l'eau par ici, de l'électricité par là, les services de base à gauche et à droite. Et donc, nous ne pouvons que relever ensemble les défis. Parce que quand vous voyez même notre configuration politique, vous constatez que, moi je constate qu'il n'y a même pas des partis de gauche. C'est ça. Il n'y a pas de parti de gauche. Nous avons juste le Parti communiste du Bénin, et qui est là avec les histoires de communisme et tout ça, mais qui ne participe pas trop au processus pour qu'on sente vraiment qu'il y a un parti de gauche. Et donc, nous avons que des partis de droite. Le parti dont vous parlez, on lui reproche de n'avoir pas rempli les formalités nécessaires au niveau du ministère de l'Intérieur pour s'inscrire comme tel. Oui, je crois qu'il doit, si les responsables m'écoutent, je crois qu'ils doivent tout faire pour s'insérer dans le processus. D'accord. Parce que nous voulons, moi je veux qu'on ait des partis de gauche. Parce que nous, notre étape, notre étape de développement, il nous faut véritablement des partis de gauche. Pour ces contradictions, c'est ça? Oui, véritablement. Je vous sens vouloir réagir. Non, ce sur quoi je voudrais attirer notre attention, c'est qu'il faudrait que les acteurs politiques... Il faudrait que les acteurs politiques comprennent que toutes les réformes, au-delà de leur fondement, participent de l'adhésion de l'électeur qui détient le suffrage. Si on fait tout ça et qu'à l'arrivée, le niveau d'implication et de participation des citoyens faiblit, citoyens électeurs faiblit, ça me pose un problème. Et je pense qu'on est dans ce cycle depuis 2016, il faut le dire. Donc, un des enjeux, je le redis, un des enjeux des deux scrutins que nous allons organiser en 2026, c'est de relever le niveau de participation et d'impliquer beaucoup plus le citoyen. Mais j'ai comme l'impression, malgré que hier, le ministre de l'Intérieur a pondu un communiqué, ce qui est une habitude, que les services ne devraient pas ouvrir, les débits de boissons, tout ça, que ce qui devrait permettre à tout citoyen d'aller accomplir son devoir civique. On a observé que les gens étaient indifférents. Malgré toute la mobilisation que les acteurs politiques ont fait. Ça, c'est inhérent à toute élection. Mais ici, les statistiques sur lesquelles on reviendra, n'est-ce pas, indiquent que depuis 1995, n'est-ce pas, la courbe baisse progressivement pour ces élections. Le ministre de l'Intérieur n'a rien créé. Oui. Non, c'est les dispositions techniques et sécuritaires qu'on avait l'habitude de prendre qu'il a pris. En fait, je disais pour dire que rien ne devait nous occuper et nous empêcher d'aller voter hier. D'accord. En fait, ce qu'il faut, il y a encore un travail à faire. D'accord. Qui concerne qui? Qui concerne tout le monde. C'est ça. Oui, qui concerne tout le monde. Pourquoi ceux qui votent hier ne sont plus prêts aujourd'hui à aller voter? Vous leur demandez, ils ont comme l'impression... Ils ont pris de l'âge, ils estiment avoir déjà suffisamment voté qu'il faut passer la main. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous savez, il y a des choses sur lesquelles
je ne veux pas m'attarder, sinon ça va D'abord, paraître comme... On n'a même pas le temps pour, voilà, pour ça. Mais on va s'offrir une autre occasion. Oui, je crois que c'est très important de faire ce genre de débat, de crever un tout petit peu l'abcès. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas comprendre un certain nombre de choses. Ouais. Moi, c'est en 2019 que j'ai compris véritablement certaines choses. Et je me suis dit, non, c'est pas vrai pour nous en tant que Béninois. Allez, on aura l'occasion de revenir. Prudent Nassero, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure à 23h, vous avez la rediffusion et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.